Il est 18h lundi 25 novembre. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Accès Direct. C'est parti pour une semaine d'actu et de découverte en Savoie-Mont-Blanc. Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc. Au programme ce soir, nous consacrerons une large page à la lutte contre les violences, celles faites aux femmes, mais aussi aux violences sexuelles dans leur ensemble, notamment sur les mineurs. Des dizaines d'enfants, garçons et filles, en sont les victimes. Des dizaines de milliers en sont les victimes chaque année en France. C'est le combat de l'association Stop aux violences sexuelles. Nous le verrons. Je reçois ensuite le président du syndicat interprofessionnel de la montagne, Yannick Valençon. Il se bat pour plus de démocratie dans les instances nationales notamment. Et enfin du sport, comme chaque lundi, les Dragon Boat du monde entier ont rendez-vous à Aix-les-Bains au mois d'août prochain. Ça se prépare activement, nous verrons ça avec l'une des organisatrices. Mais avant, comme chaque soir, le JT à 18h30 avec Victoria cette semaine aux commandes. Salut Victoria. Salut Bernette. Et dans le JT, nous reviendrons également sur cette mobilisation historique un peu partout en France et notamment à Annecy. Oui, effectivement, près de 600 personnes étaient au rendez-vous, cette grande marche contre les violences sexuelles et sexistes. Des marches ont eu lieu dans toute la France à l'appel du collectif Nous Toutes. On y reviendra dans le journal. Et puis du nouveau du côté du Grand Genève, une application. Je vais y arriver, R2G2, ça nous fait penser à un petit bonhomme dans un film célèbre. C'est une application lancée effectivement par le Grand Genève pour permettre à chacun de contrôler la qualité, de s'informer en tout cas sur la qualité de l'air dans le Genevois. Sébastien Germain nous en dira plus. Eh ben merci Victoria, on te retrouve tout à l'heure à 18h30. Je l'ai dit, l'actualité du jour marquée par cette mobilisation historique, une marée violette diront certains, 150 000 manifestants partout en France, dont 100 000 à Paris. À Chambéry et à Annecy, on a comptabilisé près de 150 et 600 manifestants samedi. Avec moi par téléphone pour revenir sur ce rassemblement et sur les annonces du Premier ministre ce matin dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales. Marine Lachenal du collectif Nous Toutes 74, bonsoir. Bonsoir. Alors, le Premier ministre a annoncé plusieurs propositions ce matin. J'en cite quelques-unes, une formation obligatoire pour les enseignants sur l'égalité, la suppression de l'obligation alimentaire pour les enfants vis-à-vis de leurs pères qui ont assassiné leur mère, ou encore un appel à projet pour que des centres de prise en charge des hommes violents ouvrent dans chaque région. Tout simplement, est-ce que vous êtes satisfaite ce soir ? Non, ce soir, je pense qu'on est plusieurs associations féministes à être assez déçues parce que finalement les mesures annoncées, pour la plupart, elles sont déjà dans la loi et elles sont mal appliquées. Alors effectivement, la deuxième que vous avez évoquée sur l'aide alimentaire, c'est un peu une des grandes nouveautés, mais sinon c'est des choses qui sont déjà dans la loi, qui ont été signées lors de la Convention d'Istanbul en 2011 ou encore en 2014, et c'est juste que c'est des choses qui sont mal appliquées aujourd'hui. Et ça veut dire que cette marche qui a mobilisé, là on vient de voir quelques images du côté d'Annecy, cette marche elle n'a pas suffi, vous n'avez pas été entendu ? Visiblement, donc on était 150 000 en France et non, on n'a pas été assez entendu. Nous on demandait 1 milliard parce que sans argent on ne peut pas avancer et là on a un peu l'impression qu'on s'est moqué de nous, qu'on n'est pas pris au sérieux. Le gouvernement a annoncé 360 millions d'euros pour l'année prochaine, la même somme quasiment qu'en 2019. On est bien loin du milliard. On est bien loin du milliard et on voit très bien que malgré le budget alloué cette année, les violences n'ont pas baissé. Au contraire, elles ont augmenté par rapport à l'année dernière. Donc comment est-ce qu'on peut espérer une amélioration en ne finançant que la même chose que l'année dernière ? L'étape d'après, du coup ? L'étape d'après, on va espérer une mobilisation forte de la part des acteurs, mais des citoyens aussi. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit passer par des actes citoyens et que on se demande un petit peu si on peut attendre encore énormément de l'État. Eh ben, merci beaucoup et puis on
On vous suivra évidemment sur les prochaines mobilisations. Merci. Une revue de presse consacrée justement à cette journée du 25 novembre qui est, il faut le rappeler, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Libération rappelle dans un article que tout compte avec cet avis de l'UNESCO sur le traitement médiatique accordé aux violences conjugales. L'organisation, donc l'UNESCO, dénonce notamment le fait que ces violences sont souvent traitées sous forme de brèves ou de faits divers. Pourtant, ce sont des actes récurrents qui doivent être traités comme des violations des droits humains et des enjeux de société majeurs. Selon l'UNESCO, les journalistes peuvent contribuer à briser le silence. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire évidemment ce soir sur un thème plus général, on va en reparler. Et sur la même teneur, l'association Prenons la Une a publié un guide à l'usage des journalistes. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, bannir les termes crime passionnel ou drame familial, privilégier celui de meurtre conjugal. Et à l'expression « elle s'est faite violer », on préférera le passif « elle a été violée ». Ou encore intégrer régulièrement le numéro de téléphone national de référence pour l'accompagnement des femmes victimes, le 3919. Donc j'en profite pour le rappeler, c'est un numéro que vous pouvez contacter pour être écouté, orienté, accompagné, le 3919. Et toujours sur la même thématique, cette info en Savoie, c'est une signature qui a eu lieu ce lundi matin à l'hôpital d'Albertville avec le préfet de Savoie. Elle prévoit de faciliter le dépôt de plainte des femmes victimes de violences directement à l'hôpital. À peu près 600 faits de violences conjugales en Savoie chaque année et seulement 10 à 20% de dépôt de plainte. Donc c'est une des mesures qui doit permettre de faciliter ces dépôts de plainte. Et enfin, une dernière image du côté de Genève avec un petit clin d'œil. Le jet d'eau aujourd'hui a été mis aux couleurs de cette journée mondiale de sensibilisation. Le orange, c'est le cas également d'autres fontaines de la cité de Calvin. Voilà pour cette petite revue de presse. On va continuer à parler de violences, mais de violences sexuelles au sens large avec mes prochaines invitées, Céline Tutino et Shirley Godefroy. Bonsoir. Bonsoir. Merci Bonsoir, à toutes les deux d'être là sur le plateau. Alors vous êtes respectivement sage-femme et psychologue, membre de l'association Stop aux violences sexuelles. Pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, qu'entend-on par violence sexuelle et à qui vous destinez-vous? Ok, alors je démarre. Alors je voudrais déjà peut-être rappeler quelques chiffres qui me semblent essentiels, voilà, puisqu'on s'adresse à l'ensemble des Français. La violence sexuelle, c'est d'abord une femme sur 4, un homme sur 6, et c'est avant tout un enfant sur 5 concerné en France comme en Europe. C'est des chiffres complètement dingues. Oui, qui traduisent l'ampleur des dégâts, effectivement. Donc de quoi on parle quand on parle de ces violences sexuelles? On parle d'abord et avant tout d'actes de non-consentement. C'est ce qui me semble important de dire, de rappeler, qu'au-delà de ces deux acceptions finalement générales qu'on entend souvent derrière le viol et les agressions sexuelles, les violences sexuelles, ce sont d'abord des actes de non-consentement et ou de non-discernement. Quand on fait écho, ça fait écho bien sûr à l'enfant qui n'est pas en mesure de dire oui ou de dire non. Voilà, ou une personne qui en a été victime parce que sous état modifié de conscience. On parlait je parlais de violences faites aux femmes. Alors c'est l'un des sujets évidemment, oui. Mais vous parlez aussi principalement, essentiellement des mineurs. Ce sont des violences qui vous semblent sous-estimées? Alors, à mon sens, oui. Derrière ces violences, rappelons qu'on peut entendre la main du tonton sous la culotte de la petite fille. On peut entendre la parole de l'entraîneur dans les vestiaires. On peut entendre aussi les actes d'une maman ou d'une nounou sous couvert d'actes d'hyper-nursing. Et bien sûr, toutes ces violences n'ont souvent pas leur raison d'être, tout simplement parce qu'elles ne trouvent pas la possibilité d'être dites. Voilà. Alors cette association Stop aux violences sexuelles, vous représentez l'antenne annécienne. Oui. L'objectif, vous avez notamment l'objectif de créer une structure, d'organiser oui. des formations localement auprès des professionnels. Oui. Pour qui, pourquoi? Alors,
On est donc une antenne effectivement locale sur la Haute-Savoie, hein, plus largement, ouais. Pas juste sur Annecy. On est composé de sages-femmes, d'ostéopathes, psychologues, de professionnels de la santé, et on souhaite former le maximum de professionnels, alors que ce soit de l'éducation nationale, des professionnels de la santé, parce que ça, on est pas assez formés pendant les études, on n'a pas conscience de l'ampleur des dégâts et des façons de prendre en charge ensuite les personnes victimes, sachant que les violences sexuelles ont des impacts qui sont quand même non négligeables en termes de santé publique. Hein. Donc les professionnels de santé, ça va être vraiment un point fort de nos actions, en fait, hein, de formation, d'information, de formation des professionnels de santé, le plus largement possible. Voilà, donc je disais aussi les enseignants, bien sûr. Qu'est-ce que j'oublie L'objectif, il est de repérer les victimes, peut-être les parents qui ont été victimes. Vous êtes sage-femme, peut-être les futurs parents, parce qu'on retrouve souvent des cas je ne sais pas le bon terme, de transmission. On sait effectivement que la violence sexuelle prédispose. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de repérer pour ensuite mieux accompagner, c'est de soigner. L'idée pour nous, c'est de trouver des professionnels qui soient formés ou qui soient prêts à se former pour travailler en lien. Voilà. On sait que la violence sexuelle, c'est pour celui qui la vit un polytraumatisme. Voilà, un traumatisme sensoriel, un traumatisme corporel, un traumatisme émotionnel et mental. Et donc, qu'en ce sens, on va devoir travailler avec une équipe pluridisciplinaire qui va participer de ces parcours de réparation, de guérison. Donc l'idée pour nous, c'est d'identifier des professionnels qui vont nous permettre de travailler en lien les uns avec les autres. Mais ça n'existe pas. C'est-à-dire que ce travail-là que vous voulez faire en Haute-Savoie, il y a des hôpitaux, il y a des éducateurs, il y a des services... Chacun de son côté. D'accord. L'idée pour nous, c'est de pouvoir travailler en lien avec ces personnes-là dans une seule et même unité, en tout cas dans une seule et même démarche. Et comme vous le disiez tout à l'heure, aussi l'idée c'est de prévenir aussi largement, tant pendant la grossesse effectivement, pour éviter de renouveler, et aussi de fixer un cadre, d'apprendre aux parents qu'est-ce qu'un cadre, le cadre de référence, pour éviter que justement sous couvert d'hypernursing, les parents puissent avoir des gestes. Hypernursing Alors, c'est des soins qui, a priori, paraissent bienveillants et nécessaires pour l'enfant, mais qui vont un petit peu trop loin. Ça peut être une maman qui prend la température rectale à son bébé tous les soirs, sans aucune justification médicale, en fait. Donc voilà, c'est des soins qui sont trop pour l'enfant et qui répondent, du coup, à des thermomètres en rectal. Ça peut s'apparenter à un viol. Un viol qui, dans les documents sur lesquels de l'association que j'ai vu pour préparer l'interview, il faut le rappeler, le viol est un crime. Et ça aussi, ça fait partie du message de l'association. Oui, effectivement, la violence sexuelle, ce n'est pas un acte sexuel. C'est d'abord un acte criminel, voilà, où on parle d'énergie meurtrière, aussi bien chez l'auteur qui en commet les faits que chez la victime qui va en subir les conséquences. Vous vous adressez aux victimes ou aussi aux auteurs parce que vous vous alarmez notamment du nombre des auteurs mineurs qui est croissant. Il y a également 20% des auteurs des violences sexuelles sur les mineurs qui sont aussi des femmes. Donc le profil du prédateur sexuel, etc., qu'on peut imaginer, on en est parfois loin. Est-ce que votre but, c'est aussi d'aller vers ces gens-là? Quand on aura travaillé avec les auteurs, on n'aura plus le problème de la violence sexuelle. Donc on a tout intérêt à travailler à la source, effectivement, donc avec les auteurs d'agressions sexuelles. Donc oui, bien sûr, on s'adresse aux auteurs comme aux victimes. Il nous reste une petite minute. De quoi vous avez besoin? Là, on l'a dit, vous travaillez à la création d'une structure, à créer des formations. De quoi vous avez besoin aujourd'hui? De professionnels qui soient prêts à se mettre en mouvement dans ce domaine-là. Voilà, prêts à se former, prêts à travailler en lien avec nous. Et c'est difficile? Alors là, nous avons organisé il y a 10 jours de cela, 16-17 novembre, déjà une première formation. C'était une première sur Annecy. Et du coup, c'est voué à être renouvelé. Et on invite largement, évidemment, les professionnels de la santé, les enseignants, les éducateurs, des psychologues, des professions libérales, à venir vraiment se former. C'est une première, ça s'appelle les bases. Et c'est une première approche de ces violences sexuelles. Et ensuite, il y a tout un parcours au sein de l'association Stop aux violences
violences sexuelles qui permet de se former en périnatalité pour intervenir en âge scolaire aussi auprès des enseignants, mais surtout des enfants à l'école tout au long de leur parcours scolaire pour leur apprendre à poser les limites, à savoir dire stop, etc. Donc ça, il y a aussi une formation dans ce sens-là. Si vous allez sur le site de stopauxviolencessexuelles.com, vous allez avoir toutes les formations qui sont proposées par l'association et ça, on va essayer de les mettre en place ici localement. Il y a aussi une formation sur les approches psychocorporelles, donc dans un cadre réparateur pour les victimes et les auteurs, voilà, pour aller plus loin. Et donc voilà, on invite tout le monde à venir se former et à prendre ça vraiment très au sérieux. Ça a un coût, Shirley. Notre mot d'ordre surtout, puisque je crois qu'on va devoir libérer l'antenne, c'est guérir. Voilà, se réparer et guérir des violences sexuelles. Et si on veut vous contacter, ça se passe sur le mail svsannecy@gmail.com. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. Merci pour votre travail. Un autre dossier d'actualité pour poursuivre cette émission. Je reçois Yannick Valençon, qui est le président du syndicat interprofessionnel de la montagne, affilié CFDT, le CIM. Pour faire simple. Depuis plusieurs années, vous battez contre l'hégémonie des syndicats dits historiques dans les métiers de la montagne, que ce soit les guides, les accompagnateurs, les moniteurs de ski. Aux yeux des institutions, élus locaux, nationaux, etc., ce sont souvent eux qui représentent la profession. Vous êtes guide. Ce n'est pas la vocation d'un syndicat professionnel de représenter majoritairement, disons, la profession ? Disons que c'est le rôle de chaque syndicat de représenter ses adhérents. Après, c'est aussi le rôle de l'État d'écouter tous les acteurs pertinents qui sont censés défendre ces professions et pas seulement un syndicat. Il faut savoir que cette habitude qui a pu être prise notamment au ministère des Sports de n'écouter qu'un seul syndicat par métier ou par filière, elle a été prise à l'époque du gouvernement de Vichy, qui avait des doctrines corporatistes à l'époque, et qu'il est peut-être temps de se dégager un petit peu de cette attitude historique pour inventer un nouveau monde. Il paraît qu'on nous l'a promis en plus, ce nouveau monde, donc on espère qu'il va arriver. C'est spécifique à l'univers de la montagne ? Oui, cette approche corporatiste et finalement qui interdit le pluralisme syndical, elle est tout à fait propre de manière générale au ministère des Sports, mais très spécifiquement au domaine de l'économie de la montagne. Alors, vous avez mené et vous menez encore plusieurs combats. Parmi eux, la surreprésentation de ces syndicats historiques dans les conseils d'administration de l'École nationale des sports de montagne, de l'École nationale de ski et d'alpinisme, j'en oublie un, je pense. Plusieurs plaintes sont en cours. Cour justice, la Cour de la justice de la République pour 2 anciens ministres des Sports. Et côté pénal, voilà. Ça en est où, ces plaintes ? D'accord. Donc il y a effectivement deux procédures différentes qui sont en cours, mais finalement sur la même affaire. Disons que l'affaire, de manière générale, c'est des affaires de marché public illicite, de commande publique illicite passées par une école nationale, donc l'École nationale des sports de montagne, qui regroupe l'ENSA de Chamonix pour les moniteurs de ski et les guides, et le centre de Prémanon pour les moniteurs de ski nordique et les accompagnateurs en montagne. Donc des marchés publics qu'on dénonce comme illicites qui ont été passés entre cette école et des syndicats qui sont membres de son conseil d'administration ou de ses sections permanentes et qui sont donc passés au préjudice des professionnels de la montagne et plus globalement des contribuables, au mépris des principes de la commande publique et des lois de la République de manière générale. Et donc ces procédures, on est bien plus loin que le stade des plaintes, puisque pour le volet Cour de justice de la République, la Cour de justice a effectivement décidé d'instruire les plaintes et non pas de considérer qu'il n'y avait pas matière à poursuivre les anciens ministres. Il y a enquête qui va se déclencher, donc dans quel délai je ne sais pas, mais elle va démarrer. Et pour le volet pénal qui concerne tous les autres acteurs de ces dossiers, donc hormis les ministres, eh bien la brigade financière de la police judiciaire d'Annecy a déjà commencé à faire des auditions, dont la mienne qui a duré 4 heures et celle d'un autre dirigeant de syndicat concurrent des syndicats historiques qui a également duré un certain temps.
Voilà. Ça veut dire que plus que l'hégémonie, la présence unique, par exemple, des syndicats historiques, c'est les situations qui peuvent en découler que vous dénoncez. C'est-à-dire que c'est pas la seule hégémonie, c'est des cas potentiellement de favoritisme, d'offres de marché illégales, de ce que je comprends. C'est de la discrimination au sens large, c'est-à-dire que si vous voulez, dans ces affaires d'éducateurs sportifs et d'économie des sports de montagne, eh bien, ce sont des principes fondamentaux de la République et de l'État de droit qui sont bafoués. On est dans des situations où, selon votre appartenance syndicale ou selon votre non-appartenance syndicale, vous serez soit privilégié, soit totalement discriminé, et vos droits fondamentaux seront méprisés. On est effectivement sur des principes, sur des affaires où il y a des mouvements de fond qui, pour le moins, posent question et font l'objet d'enquêtes. Donc, effectivement, je pense qu'il faut assainir tout ça. C'est le sens de notre combat. Et j'allais dire, finalement, sans aucun parti pris politique, en ce qui me concerne, et en tout cas pas affiché ici, je trouve que dans un contexte où on nous a promis un nouveau monde, une République irréprochable, une responsabilisation des fonctionnaires, il serait peut-être temps d'agir pour remettre de l'ordre dans la filière montagne dans son ensemble, dans la filière des sports de montagne et dans ces établissements du ministère des Sports qui se targuent d'être finalement des phares de la montagne française et de la fonction publique. À mon sens, en sont plutôt la honte. Vous avez été reçu à l'Élysée au mois de septembre par le conseiller sport d'Emmanuel Macron. Vous lui avez tenu ce langage-là. Est-ce que ça a payé ? Écoutez, j'ai pour règle d'être très clair et très franc et très direct. Mes lettres, quand je demande à avoir rendez-vous avec des responsables politiques ou administratifs, elles sont toujours très très claires. C'est pour les alerter de ces affaires, en leur disant qu'il y a un besoin quand même de mise en cohérence entre les discours politiques et puis les actes concrets qui viennent derrière. Donc là, je les ai alertés que ce qui se passe dans la montagne et dans le domaine des sports de montagne, et notamment dans les établissements qui, au sein du ministère des Sports, sont censés s'en occuper, on n'est pas du tout raccord avec le discours politique du moment. Donc voilà, j'ai été clair. On m'a promis, dans les diverses instances où j'ai pu intervenir, de s'occuper de ce dossier et de le régulariser s'il y avait lieu. On attend de voir ce qui va se passer. Pour le moment, concrètement ? Pour l'instant, des réunions sont programmées. On verra quels sont les effets concrets, si ce sont juste de l'affichage, une procédure d'affichage d'une concertation, ou alors une volonté réelle de concertation et de régler les problèmes. Rapidement, votre prochain combat, puisque je suppose que vous n'avez pas terminé. Oui, c'est à longue haleine. On va dire que la démocratie, notamment en montagne, c'est un combat de longue haleine. Oui, on a une autre affaire qui est en cours de traitement également, qui est à l'échelle internationale et dans le domaine des guides, qui se déroule en Suisse. Donc on poursuit l'Union internationale des associations de guides de montagne, pour discrimination en particulier, mais surtout aussi pour entrave à la concurrence et dénigrement commercial, devant la Commission de la concurrence suisse. Voilà. Il y a d'autres syndicats alternatifs comme le vôtre ailleurs en Europe ? Il y en a déjà en France, c'est-à-dire que nous, on est interprofessionnels, on regroupe un petit peu tous les professionnels de la montagne, on a vocation à le faire, mais il y a également un autre syndicat dissident qui s'est créé chez les accompagnateurs en montagne, qui est d'ailleurs un de nos partenaires, parce qu'on partage tout un tas de points de vue, et en tout cas cette révolte démocratique et républicaine, on la partage. Et donc oui, voilà, on a... dans un concours de circonstances, finalement émergé en même temps, mais avec les mêmes motifs de révolte, si vous voulez. Eh ben, merci, et puis tenez-nous au courant du coup, de la suite des événements si vous avez été entendu. Merci Yannick Valençon d'être venu sur notre plateau. Comme chaque lundi, on va passer au sport avec notre dernière invitée de la journée. Je reçois Cécile Ronja, l'une des organisatrices des championnats du monde des clubs de Dragon Boat. Ils auront lieu au mois d'août prochain à Aix-les-Bains. 7000 athlètes attendus, ça annonce pas mal de monde sur le lac du Bourget. Pour faire simple, c'est l'équivalent des Jeux Olympiques de la discipline. Oui, voilà, ça va rassembler vraiment l'élite mondiale. Ce qui fait la différence de ce championnat, comme vous l'avez dit, c'est un championnat du monde des clubs. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs clubs par nation, à la différence d'un championnat du monde des nations, ce qui explique le volume. Et de par le format qui nous oblige à deux jours par distance de course, on arrive à la fin à 7 jours. Donc 7000 personnes pendant 7 jours avec un volume et une durée
de cet ordre-là, effectivement, c'est à peu près l'équivalent de Jeux Olympiques pour la discipline. Et alors, vous avez, Aix-les-Bains a remporté ce dossier face à Hong Kong et Macao. Macao, voilà. Macao. Ouais. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Je pense profondément et intrinsèquement que c'est vraiment le site et la beauté naturelle du site, avec ce lac-là d'origine glaciaire, le plus grand d'Europe. Effectivement, je pense que c'est ça qui a fait la différence. On a un amphithéâtre de montagne, on a cette petite perle bleue au milieu, et ça, les organisateurs, la Fédération internationale, donc qui a délivré ce jugement, a été vraiment favorable et a privilégié ce site naturel. C'est une vraie chance pour la discipline en Pays de Savoie, parce qu'on voit passer régulièrement des dragon boats sur les lacs alpins. C'est une vraie chance à moyen terme? Oui, absolument. Déjà à court terme sur les retombées que l'événement va générer, bien sûr. Oui, parce que beaucoup de monde, on parle des 7000 athlètes, voilà, mais je pense que c'est plus large que ça. Voilà, avec les spectateurs et puis tous les fan clubs, les teams, les coachs, etc., ça fait du monde. Donc à court terme, effectivement, ça va être très intéressant. À moyen terme aussi, pour nos Pays de Savoie, arriver à développer cette pratique-là, qui est quand même le deuxième sport le plus pratiqué dans le monde, créer un petit berceau comme ça en France sur la pratique de ce sport, nous qui avons les sites qui s'y prêtent, c'est une chance, effectivement, oui. Alors, il reste 272 jours précisément. Oui, merci. C'est écrit sur votre site internet. Oui. Je suppose qu'il reste pas mal de choses à faire. Cette semaine, vous organisez une soirée auprès des acteurs locaux. Voilà. Là, vous êtes en recherche de partenaires. Voilà, on recherche effectivement ce dynamisme, cette émulation collective, ce mouvement fédérateur pour nous accompagner, parce que l'événement va mobiliser non seulement la Savoie, les Deux-Savoies, la région et au-delà. Donc évidemment, on a besoin de ce positivisme pour aller de l'avant, fédérer autour de nous des acteurs qui sentent cet enthousiasme et qui le vivent de manière aussi forte que nous, on le vit et chaque jour on le porte, pour nous accompagner sur le reste du temps de l'organisation, pour être là aussi le jour J et vivre ensemble tout simplement cette belle aventure et délivrer ici en 2020, en août à Aix-les-Bains, le plus beau des événements possibles. Parce qu'il y a une question que j'aurais peut-être dû commencer par ça. Qui organise? C'est-à-dire que là, vous représentez, j'ai perdu le nom de l'organisme, désolé, Dragon Boat. Voilà, il y a un organisateur. Dragon Boat Attitude, voilà, il y a un organisateur pour toute la logistique qui s'appelle Dragon Boat Attitude, mais au-dessus de ça, il y a un comité d'organisation donc qui fédère, qui rassemble, qui est un petit peu le coordinateur. Et dans ce comité d'organisation, on a évidemment la Fédération internationale de Dragon Boat, qui est le grand patron, le donneur d'ordre. C'est elle qui a délégué l'organisation de l'événement. Donc la Fédération internationale de Dragon Boat, Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, bien sûr, ville haute, le kayak club d'Annecy, qui est aussi une ressource compétente dans la discipline, et puis Dragon Boat Attitude pour la partie effectivement logistique, organisation sur place. Donc pas mal de monde. Pas mal de monde pour un événement qui le mérite. qui va attirer du monde aussi. Est-ce que vous allez rechercher des bénévoles? Là, c'est peut-être un petit peu tôt. Oui, mais de toute façon, on n'est jamais trop tôt pour ce type d'initiative. Effectivement, on va rechercher des bénévoles. Il faut savoir que ce type d'événement, sur une durée comme ça de 7 jours de course, effectivement, c'est consommateur en termes de ressources humaines. Donc les besoins se situent aux alentours de 100-120 bénévoles par jour sur la durée des 7 jours de course. Donc fin août, du 24 au 30 l'année prochaine. Et il fera évidemment beau au mois d'août sur les bords du lac du Bourget. C'est évident. On aura évidemment l'occasion de reparler de ces championnats du monde des clubs de Dragon Boat sur notre antenne. Beaucoup de courage, d'énergie d'ici là pour préparer tout ça. Merci d'être venu sur le plateau. Vous restez avec moi. Juste le temps de vous remercier de votre fidélité. Restez avec nous juste après une petite page de pub. C'est le JT avec Victoria. À tout de suite.